Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet du respect et surtout de la nuance. Thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sophie Crozier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Au service des urgences neurologiques, elle est régulièrement confrontée aux conséquences graves d'accidents vasculaires cérébraux. Pour mieux appréhender ces questions, elle s'est formée en éthique, en philosophie et depuis 2021, elle est membre du Conseil consultatif national d'éthique. Pas si simple est proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Animé par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Si le projet de loi sur la fin de vie a été abandonné pour cause de dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons jugé qu'il était important de revenir sur cette question. En effet, ces derniers mois ont été indiscutablement marqués par un débat passionné, mêlant convictions religieuses, vision philosophique, expérience intime et parfois instrumentalisation politique. Un débat qui de toute façon fera date dans notre société. Dave, chanteur, BFM TV, le 15 décembre 2023. Même aux Pays-Bas, où la loi existe depuis très longtemps, on se pose parfois la question si on a vraiment raison d'écouter quelqu'un qui, dans un moment de grave dépression, dit « je vais mourir ». Peut-être que 15 jours après, il aura changé. C'est pas si simple que ça. Mais il est évident qu'il faut que ça existe, qu'on a la possibilité et qu'on n'est pas obligé, comme beaucoup de médecins, de le faire en cachette au risque de se faire virer. Lynn Renaud, artiste, TF1 le 4 février 2024. On a choisi sa vie, on doit pouvoir choisir sa mort. Prolonger, c'est pas la peine. Quand il n'y a plus rien à faire, quand il n'y a vraiment plus rien à faire, que la médecine est d'accord, pourquoi prolonger la souffrance? Ça, je ne veux pas. Un acharnement, je ne veux pas. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, France Inter, le 11 mars 2024. La question de l'interdit de la mort est structurante pour notre société. Si nous pouvons vivre en société, c'est parce que nous faisons collectivement le choix de respecter la vie de chacun de nos semblables. C'est une parole de foi de le dire parce que nous croyons que chaque personne est créée à l'image de Dieu, mais c'est une parole d'humanité que tous les citoyens peuvent partager. Claire Toury, présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, France 5, le 12 mars 2024. C'est pas seulement un débat d'experts, c'est pas qu'un débat spirituel, c'est pas seulement un débat médical, c'est pas seulement un débat éthique, c'est un débat sociétal. Et la question, c'est quel projet de société on veut porter. Et c'est pour ça que je sais pas ce que vous vouliez dire par rapport au travail de la Convention, ou est-ce que c'est aux élus de la République de prendre une décision. Voilà. Moi, il me semble que, absolument, on est en démocratie. Il y a des gens qui ont une légitimité, qui est la légitimité de l'élection, et encore heureux que cette décision, elle se trouve entre leurs mains. Philippe Juvin, député LR, Assemblée nationale, le 28 mai 2024. L'exaltation de la liberté individuelle ne peut pas être un projet de société, car nous ne sommes pas seuls. Le projet de loi exprime en creux une fascination pour la performance et une dépréciation de la vieillesse et de la dépendance. Il laisse sous-entendre qu'il y aurait des vies qui valent d'être vécues et qu'il y en aurait d'autres qui vaudraient moins la chance d'être vécues. Jean-Louis Touraine, ancien député et professeur émérite de médecine, LCP, le 30 mai 2024. Une médecin, justement, belge, le docteur Corinne Van Oost, franco-belge, qui a écrit un livre remarquable, Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie, a par ailleurs indiqué qu'une société qui admet l'euthanasie est une société qui a gagné en humanité. Marc Le Fur, député LR, Assemblée nationale, le 31 mai 2024. Il y a la gauche sociétale macroniste qui veut
administrer la mort, mais qui verrait bien la création de start-up également de la mort, qui pourrait accompagner tout ça et qui voit du profit. Et puis il y a la gauche sociétale, NUPS, qui revient à ses fondamentaux. Il faut que ce soit un fonctionnaire qui fasse ça, bien évidemment. Vous l'avez bien compris, ce sont deux versions d'une même facette de gens qui sont partisans d'administrer la mort sous la forme d'un subside accompagné ou sous la forme de l'euthanasie, puisqu'il faut employer les mots qui vont bien. Pas si simple. Thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. Sophie Crozier, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a entendu à l'instant dans ce débat qui a accompagné ce projet de loi qui est pour l'instant stoppé, enfin qui est aux oubliettes pour cause de dissolution de l'Assemblée nationale. On a vu des opinions se déchirer, s'affronter. On a parlé religion, on a parlé de conviction, on a parlé d'expérience personnelle. Vous êtes médecin, vous êtes dans un service qui est confronté à ces questions de vie et de mort au quotidien. Comment vous êtes senti pendant ce débat ? Alors c'est un débat qui existe depuis longtemps, hein. Donc ça fait un moment en fait qu'on est confronté à la fois à des situations de fin de vie sur lesquelles je vais revenir et à ce débat qui est toujours très clivé, très clivant. Et qui parfois, enfin en tout cas pour une partie des médecins, que voilà, je représente que moi-même, mais pour une partie des médecins est très idéologique en réalité comme débat et s'éloigne un peu de la réalité qu'on a. Alors ce qu'on entend quand même souvent, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces questions de façon assez poussée, on va dire, juste en 2005, au moment où la première loi droit des malades et fin de vie a été votée, et à essayer de voir comment on pouvait faire connaître cette loi, réfléchir à l'application de cette loi dans nos services. Et en réalité, en fait, les questions, pourquoi cette loi de 2005 a été votée à l'unanimité, il faut le rappeler, hein, c'est quand même une loi qui a vraiment été... qui a fait l'objet de débats tout à fait passionnants et qui a été votée à l'unanimité. En fait, cette loi, elle est arrivée à un moment, à la fois, bon, comme encore ça arrive régulièrement à partir d'une situation particulière, mais aussi parce qu'il y avait une certaine demande, on va dire, dans la société ou une certaine inquiétude. En tout cas, nous, c'était vraiment ce qu'on avait identifié à ce moment-là, une inquiétude sur le fait de souffrir en fin de vie, de ne pas vouloir de ce qu'on appelait à l'époque d'acharnement thérapeutique, d'escalade thérapeutique, d'obstination déraisonnable, comme c'est formulé dans la loi. Et cette demande tout à fait légitime, elle a du coup abouti à une loi qui nous oblige, et je pense que c'est très important aujourd'hui, que quel que soit le moment où on en est aujourd'hui dans l'Assemblée nationale et du moment où il sera débattu, finalement ce temps qu'il va y avoir peut-être nous permettra aussi de mieux connaître, de faire mieux connaître ces textes qui existent et de rassurer aussi nos concitoyens sur le fait que l'absence aujourd'hui d'une loi qui permet l'aide active à mourir ne fait pas que nous sommes en situation de subir de la souffrance de la part, on va dire, de la médecine très technique, parce que c'est beaucoup comme ça que c'est posé. Donc, c'est vrai que cette angoisse, cette inquiétude, elle était très légitime, et la loi de 2005 y a répondu. Elle a répondu à finalement, cette obligation que nous avons de ne pas faire d'obstination déraisonnable et d'accompagner quand nous décidons d'un arrêt de thérapeutique qui peuvent être extrêmement douloureuses pour les patients et dont ils ne veulent plus, d'accompagner ces arrêts de traitement par un accompagnement palliatif, des soins de support et toujours de soulager la souffrance, quoi qu'il arrive, même au risque de provoquer la mort sans l'intention de la donner. C'est-à-dire ce qu'on appelle le double effet. Donc tout ça, depuis 2005, ça existe. Et voilà, moi, quand j'entends les réactions de certaines personnes qui disent... il y a deux choses, moi, qui m'ont fait un peu réagir. C'est, non, en fait, aujourd'hui, on a les moyens, dans la quasi-totalité, mais vraiment, c'est exceptionnel que ça ne soit pas possible, et de soulager des souffrances. Et quand on ne peut pas, on y reviendra, et quand on ne peut pas soulager avec des antalgiques, donc avec des médicaments contre la douleur, on peut proposer aux patients de les endormir pour vraiment contrôler, voilà, avec une sédation. Est-ce que c'est un débat de posture finalement décorrélé du réel? Est-ce que vous sentez ça dans le débat qui a eu lieu là, ces derniers mois, comme si ce à quoi on assistait était complètement déconnecté de votre réalité à vous?
Alors, je ne dirais pas ça parce que il y a des collègues qui sont vraiment les mains aussi dans la clinique, qui prennent en charge des patients et qui ne partagent pas le point de vue de la majorité, des soignants qui est quand même plutôt opposé à une aide active à mourir. Alors, je ne dirais pas que c'est complètement déconnecté. En revanche, bien sûr qu'à côté de nos pratiques, de notre quotidien, en fait, et des situations pour lesquelles on peut être sollicité, en tout cas sur les questions de fin de vie, où il peut y avoir débat, le débat qu'on peut observer à côté, oui, est parfois assez déconnecté. Il y a un peu les deux, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que c'est souvent pas au même niveau. Bon, ce qui est normal aussi, c'est que voilà, nous, on va être sur des questions qui sont beaucoup plus pratiques, qui sont quelque chose qui est quand même essentiel, c'est de toujours évaluer la situation, l'entourage et toujours ce que le patient, parce que moi, les patients que je prends en charge, ce sont des patients qui ne sont pas en capacité, pour la majorité, quand c'est des situations de fin de vie, de donner leur avis. Donc, on essaye autant qu'on peut de savoir ce que le patient voulait, en fait. Donc, quelle était sa volonté, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en approcher au mieux. Donc, c'est ça notre quotidien, c'est d'essayer de comprendre, de savoir ce que le patient veut vraiment, et ensuite, bien évidemment, d'évaluer la situation médicale et de soulager les souffrances quand il y en a. Mais avec le poids et la responsabilité que vous avez, il n'y avait pas quand même une demande qu'il y ait une loi qui vous soulage un petit peu, d'aller un tout petit peu plus loin, parce que c'est quand même, tel que vous décrivez votre quotidien, c'est quand même des décisions lourdes et graves que vous avez à prendre. Il n'y avait pas le désir qu'un cadre législatif puisse vous soulager un petit peu moralement de la décision que vous avez à prendre? Alors, pas du tout. Mais alors, moi, je dirais pas du tout. Celle qui a permis vraiment de faire changer les choses, c'est celle de 2005. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que jusqu'en 2005, quand on décidait, par exemple, d'un arrêt de traitement, on arrive dans une situation très évoluée, par exemple un cancer qui est en rechute, plus de traitements, des traitements qui sont parfois avec des effets secondaires importants, le patient qui ne souhaite pas continuer les traitements. On avait quand même la loi de 2002 qui nous obligeait à respecter la volonté de la personne, mais enfin là, ça a permis de réaffirmer ça. Et puis si le patient surtout n'était pas en état, c'est-à-dire s'il était d'un seul coup dans le coma ou qu'il sombrait progressivement dans le coma et qu'il n'était plus en capacité de donner son avis, alors on pouvait discuter entre nous d'un arrêt de traitement. Mais enfin, comme ça pouvait être finalement une décision. On aurait pu être condamné pour pratiquement meurtre avec préméditation, puisqu'on se réunissait, on réfléchit. Vous voyez, la façon dont on fait les choses, on y reviendra, mais c'est très important que ces sont décisions effectivement très difficiles, qui sont toujours... On n'est jamais sûr de prendre la bonne décision quand le patient, en tout cas, n'est pas en capacité de donner son avis. Et donc, c'est très important, cette collégialité, ces discussions autour avec une procédure collégiale. Et donc, la loi de 2005, elle a permis de cadrer, de structurer ça dans la quasi-totalité des cas. On reviendra peut-être aux situations où peut-être il n'y aurait pas de réponse. Le débat sur lequel nous discutons depuis tout à l'heure, c'est la question de la fin de vie. Mais on voit bien qu'il s'agit plutôt de la question de donner la mort. Et ça, c'est une transgression fondamentale, c'est dépasser le fameux « tu ne tueras point ». Nous allons en discuter avec notre sémiologue Mariette Darigan. Pas si simple, thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. Bonjour Mariette. Bonjour Rémi. Mariette, c'est un sujet extrêmement lourd que l'on aborde aujourd'hui, la fin de vie. Et quand on a échangé avant de faire cet entretien, vous m'avez vite dit que quand même la question du vocabulaire qui apparaît, on voit qu'on cherche les mots au fond pour permettre d'accompagner un élan, une réflexion, un désir de la société d'aller plus loin, de mieux encadrer la mort, mais c'est pas facile. C'est terriblement difficile. Donc là, on est devant effectivement un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut des mots, parce que la réalité est terrible, mais que je remarque que ces mots il y en a très peu, et ils sont on les recycle, ce sont les mêmes, ils reviennent, et alors ils constituent ce qu'on appelle des paradigmes, et ça me donne l'occasion de dire ce que c'est qu'un paradigme. Toujours preneur des bonnes définitions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on emploie le terme un peu comme ça pour dire j'ai changé, avant j'étais sportif, non je ne le suis plus, ou l'inverse. Non, un paradigme, c'est intéressant, il faut entendre dogme, c'est-à-dire dogme. C'est une loi, c'est une vérité à un moment donné, qui est devant nous. Et ce débat sur la fin de vie nous met devant nous des tableaux de vérité. Alors,
premier paradigme ou première grande vérité. Alors, majoritaire, je pense, dans la société actuelle, c'est un droit de l'homme. Hein, le droit... Enfin, il faudrait faire un sondage, on verrait peut-être des choses, mais il me semble quand même qu'il y a une sorte de majorité pour dire le droit à mourir dans la dignité. C'est une aspiration de la société. La deuxième vérité, et elles vont ensemble, en fait, elles se regardent, elles sont confrontées, c'est une vérité, je dirais, monothéiste, c'est-à-dire quand on est croyant dans le système de croyance, je dirais monothéiste, pas que chrétien ou pas que catholique, hein, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que la vie de l'homme ne lui appartient pas. Il a été créé par Dieu. Et dans ce cas-là, ce que l'on voit, c'est que la réticence vis-à-vis de ce droit à mourir dans la dignité qui paraît sociologique se fait au nom de l'accompagnement. C'est-à-dire que... Voilà. On passe de l'individuel au collectif. C'est ça, exactement. Et alors, dans le christianisme en tout cas, mais même d'autres religions, c'est l'idée d'accompagnement, elle circule, elle est là. En général, c'est pour des choses heureuses. De solidarité, oui. Oui, ou accompagnement au mariage, par exemple. Donc on a mis ce terme sur un autre moment de la vie. Donc d'une certaine façon, c'est quand même comprendre qu'il y a un nouveau moment de la vie. Il va falloir accompagner. Exactement, mais d'une certaine façon, c'est aussi, comme dans le premier paradigme, qui voit ça vraiment de manière radicale comme un droit, c'est pas un droit dans ce deuxième catalogue de vérité, mais on en prend acte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme le mariage. À un moment donné, il y aura la mort. Le troisième, et ça c'est là où on n'est plus dans le symbolique, mais dans le réel, c'est le point de vue des soignants. Les soignants veulent soigner. Donc leur mot culte, c'est le soin. Et ils veulent de toute façon soigner les gens, jusqu'au bout. Donc, soigner, ça ne veut pas dire guérir, non, c'est prendre soin. Absolument, c'est prendre soin. Et le soin palliatif, de ce point de vue-là, aujourd'hui, est médicalisé. Enfin, ça fait partie d'un travail avec des process, avec des techniques, avec des formations, etc. Donc on reste dans le soin. Et ce que disent ces gens-là, c'est qu'ils sont dans un euphémisme, puisqu'ils ne peuvent pas penser qu'ils vont contribuer à la mort. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible pour eux. Donc ils sont dans l'euphémisme. Par exemple, quand on dit la sédation profonde, c'est un bel euphémisme. Et puis, quatrième vérité, je l'appellerais servicielle. Et ça, c'est, disons, la vérité, je dirais, du consommateur. C'est pas seulement quelqu'un qui se dit « j'ai le droit de mourir dans la dignité », etc., avec un peu de vocabulaire éthique. C'est quelqu'un qui pense que la mort, comme toute autre chose, et c'est peut-être ça qui est émergent et qui va se développer, doit être sous le contrôle, sous l'autocontrôle de la personne, de l'individu. Et à ce moment-là, la mort n'est qu'un objet de plus. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Être assisté. On a le vocabulaire de l'assistance. Aide, suicide assisté, par exemple. Ce qui est intéressant ou fort, à mon avis, ce qu'on entend le plus dans suicide assisté, c'est assister. C'est-à-dire que j'aurai tout ce qu'il faut à ma disposition. De façon très neutre. De façon neutre, de façon servicielle, de façon objective. Donc on a ces 4 points qui ne dialoguent pas, qui se confrontent, qui vivent parallèlement en silo, en quelque sorte, et qui ont en commun, je crois, de croire que la situation est complètement nouvelle, que nous sommes dans une époque extraordinaire, que nous sommes dans l'hubris de l'humanité, de l'homme, etc. Mais, petite ruse de l'histoire, nous avons dans notre tradition un suicide assisté très célèbre, et c'est évidemment celui de Socrate. Il a sécu. Voilà, il va boire lui-même sa ciguë. Donc, évidemment, c'est un grand philosophe, il a le cadre moral, etc. Mais ça nous prouve que l'homme, l'être humain, n'a pas attendu les technologies actuelles, la bioéthique, pour penser son propre pouvoir sur la vie et la mort. Merci beaucoup, Mariette. Invitée du jour, Sophie Crozier, neurologue et membre du Comité consultatif national d'éthique. Mariette Darigrand nous parle à l'instant de positions qui seraient le reflet de dogmes. On parle de paradigmes, de dogmes, avec 4 façons de penser très étanches et qui, au fond, ne réussissent pas à dialoguer. Mais on a l'impression que ce débat est aussi très souvent appuyé sur l'expérience personnelle.
Tout le monde parle de ce parent qui l'accompagnait, de ce frère, de cette sœur. Enfin, la façon dont cette question de la fin de vie a fait immersion dans sa vie. Comment est-ce que vous voyez justement cette question entre les dogmes et puis l'expérience de vie? Il me semble qu'il y a effectivement, je pense, il y a des situations où l'expérience de vie peut amener à s'orienter vers tel ou tel dogme parce qu'il y a une expérience qui a été difficile. Alors, c'est vrai que très souvent, moi, les personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient soit dans un sens, soit dans un autre d'ailleurs, qui étaient soit pour ou soit contre une évolution vers une aide active à mourir, étaient des personnes, quand on creusait un peu, y compris certains parlementaires que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, faisaient mention d'une histoire personnelle. Bon, ça, moi, ça m'a toujours posé question, parce que je me dis, bon, bien sûr que notre expérience peut nous amener à un certain nombre de réflexions, mais quand il s'agit de réfléchir finalement la chose collectivement et l'intérêt collectif, voilà, qu'est-ce que notre expérience personnelle peut nous amener en tant que décideur, là, pour le coup. Et ça, moi, ça me... Voilà. En tout cas, ça, c'est une des questions qui m'a... Enfin, des situations qui m'ont marquée, parce que... Et j'entends très bien, et très souvent, par exemple, quand on est très en faveur d'une aide active à mourir, c'est aussi et c'est tout à fait compréhensible, je pense que c'est des situations de fin de vie qui se sont mal passées, avec quand même beaucoup des questions de souffrance de la personne qui était en fin de vie, souffrance de l'entourage qui a peut-être... Voilà, donc on parle aussi dans les dogmes d'accompagnement. Oui, l'accompagnement, c'est essentiel. Alors, c'est essentiel dans nos pratiques soignantes, c'est évident. Quelle que soit la situation du patient, que ce soit au début, au milieu de la vie, dont on ne parle pas beaucoup, on parle toujours du début et de la fin. Mais évidemment que on a des professions qui sont profondément humaines et qui sont fondées sur cet accompagnement tout le temps. Et cet accompagnement, quand il fait défaut dans des situations qui sont très douloureuses, qui sont pour les proches la perte d'un être cher, oui, ça peut susciter des questions, de la colère, bien sûr. Bon, il y a aussi la colère qui est liée à la perte des peurs aussi. Et des peurs, ouais. Mais en fait, la vraie question qu'on doit pouvoir se poser, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui nous fait peur, en fait. Mais surtout, ce sont des personnes valides, qui sont en bonne santé, qui se projettent dans la mort de tel ou tel parent, et qui se disent, alors pour moi, ça, jamais. Et donc qui, au nom de cette expérience, vont militer dans un sens ou dans un autre. Or, quand on interroge les médecins, à la fin de l'existence, il existe différentes phases. On va avoir envie de mourir, puis après, soulagé, on aura envie de vivre. Mais vivre quoi? Tout ça est un tout petit peu nuancé, compliqué. Oui, non, bien sûr, c'est pas simple, c'est pas si simple. Bien sûr que il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je pense qu'il y a, d'une part, on peut pas nier non plus l'expérience vécue par certaines personnes qui ont perdu un être cher, pour lesquels ça a été extrêmement douloureux, parce que je reviens sur la question de la souffrance et la souffrance de qui? La souffrance de la personne qui est en train... Alors, souvent, il y a les deux. Il y a effectivement, je pense que... Alors, je sais, vous évoquez la question peut-être des projections, mais je reviens juste sur la question du fait que c'est important d'entendre que c'est insupportable de voir un proche souffrir en fin de vie. Et qu'aujourd'hui, juste que je rappelle, parce que je pense que c'est essentiel, et c'est encore une fois important de rassurer dans cette période très trouble, nos concitoyens sur le fait que nous avons, les soignants, dans l'immense majorité des cas, et surtout nous devons, c'est un devoir absolu. Moi, il me semble que s'il y a des choses sur lesquelles on doit continuer à progresser, ça n'est pas parfait partout. Nous n'avons pas accès à des prises en charge et à une culture palliative partout, encore moins à des hospitalisations en soins palliatifs partout, et où quand même il y a une expertise, une expérience des soignants qui peuvent accompagner ces souffrances. Donc ça, c'est important de l'entendre, c'est important qu'on continue à progresser. Ça, pour moi, c'est essentiel. Ensuite, vous évoquiez la question de la projection qu'on peut avoir, c'est-à-dire finalement de se dire moi, je ne voudrais pas ça pour ma propre fin de vie. Moi, ce que je vois dans le regard de l'autre, c'est de la souffrance, etc., sans savoir exactement et ce quand que l'autre vit, la vie peut changer. Exactement. Alors, moi, c'est quelque chose que je connais pas mal, parce que du coup, c'est l'expérience. Moi, je suis et je prends soin des personnes qui
sont handicapés. Je continue à les suivre, pour certains depuis plus de 20 ans. Donc, en tout cas, j'ai une petite expérience dans cet accompagnement aussi du handicap. Et du coup, c'est un sujet sur lequel aussi je me suis penchée qui m'a beaucoup intéressée, mais parce que aussi j'ai été à chaque fois surprise finalement. Alors, on va dire que je suis peut-être... c'est vrai, j'ai une nature peut-être un petit peu optimiste, mais je suis frappée par la capacité d'adaptation des personnes à des situations, par exemple, parce que ça c'est mon quotidien, par exemple des situations de grand handicap. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît en fait. Il y a eu des études depuis la fin des années 90 qui montrent très clairement que la qualité de vie de la personne, la qualité de vie vécue par rapport à une qualité de vie perçue par autrui est très différente. Donc ça, c'est quelque chose qu'un sociologue américain a développé sous le terme de disability paradox. Ça a été évoqué, je donne juste cet exemple parce que c'est important, il me semble qu'on le connaisse. C'est une situation, par exemple, ils avaient interrogé des citoyens et des soignants, d'ailleurs, sur ce qu'ils pensaient de la qualité de vie d'un patient tétraplégique. 90% d'entre nous, on pense que c'est une mauvaise qualité de vie. Quand on interroge un patient tétraplégique, il considère qu'il a une bonne qualité de vie. On l'a fait dans d'autres situations encore plus sévères. Bon. Donc, ça dit juste une chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un héros du handicap. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais ça veut dire qu'on peut s'adapter à des situations de grand handicap et surtout qu'on n'est pas très bon, nous, en effet, vous disiez valide, ou en tout cas, nous qui sommes différents, voilà. On pose un regard sur quelque chose que, de fait, on ne connaît pas. Oui, exactement. Voilà. Mais on a... Bon, ça, c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on donne notre avis. Et bon, on peut avoir une légitimité sans avoir la nécessité de tout connaître. Non plus, on ne peut pas tout connaître. On a tous des points de vue. Donc ça, c'est... Mais malgré tout, je pense que ce que ça dit, tout ça, c'est qu'il faut un peu d'humilité, en effet, pour apprécier ça. Et ce que je trouve très difficile, moi, en ce moment, en tout cas dans les débats qu'il y a eu autour de la fin de vie, précisément, c'est ça, en fait. C'est parfois une forme de... Et ça, c'est terrible, de stigmatisation de certaines situations de handicap, de certaines situations pathologiques, alors même que pour certains, honnêtement, je pense qu'il y a des personnes qui authentiquement ont peut-être une connaissance. On n'a pas besoin d'être... Je ne suis pas sûre qu'on soit mieux placés, les médecins, mais bon, des personnes qui ont des aidants, comme on dit, qui ont accompagné des personnes en situation de handicap, je conçois qu'ils puissent avoir un point de vue un peu différent, mais souvent, on voit, ça a été dit aussi à un moment dans ce que je viens d'écouter, mais parfois, on a aussi, c'était au début d'ailleurs, mais on change d'avis. Non, c'était Dave d'ailleurs qui disait ça. Mais il disait, oui, on change, voilà, ça arrive qu'on change d'avis, ouais, ça arrive qu'on puisse changer d'avis. Et donc, bon, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir, dont il faut pouvoir être conscient. Parce que... C'est important de ne pas avoir un avis définitif. Oui. Et on va écouter justement 2 autres avis. Pas si simple. Thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. La sémiologue Mariette Dary-Grand décrivait il y a quelques minutes les paradigmes qui s'affrontent sur la question de la fin de vie. Alors qu'en pensent ceux qui se sont investis dans le débat? Nous avons rencontré Damien Leguet, philosophe et éthicien catholique, spécialisé sur les questions de mort. Il s'est farouchement opposé au nouveau projet de loi. À l'opposé, le docteur Denis Labelle est président d'honneur de l'association Le Choix, qui milite pour une aide active à mourir. Damien Leguet, philosophe. C'est la question du dogme dont il est question. Dans le débat tel qu'il existe aujourd'hui, il est effectivement du côté de ceux qui font la promotion de l'euthanasie, qui sont, de ce point de vue-là, qui considèrent que la liberté qu'ils veulent mettre en avant est dogmatique. Et que donc, les autres n'ont pas de raison particulière de dire quoi que ce soit, ou tout ce qu'ils peuvent dire vient se fracasser sur la certitude dogmatique que cette liberté est plus importante que tout le reste. Docteur Denis Labelle, président d'honneur du Choix. La chose essentielle, c'est le choix des malades. C'est leur liberté, c'est leur dernière liberté. Ils vont mourir. Alors si on commence à leur dire « attendez, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela », non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous accompagne, je suis là, vous allez évoluer, vous allez aller dans un sens, dans un autre, vous allez hésiter, mais je vous accompagne. Voilà, ça qui me semble le plus important, c'est le respect du choix des malades. Ceux qui sont dedans, qui savent de quoi ils parlent, qui sont les experts de cette fin de vie, qui ont une expérience, une expertise, sont méprisés, non écoutés,
Et ceux qui sont en dehors et qui ont des idées, disons, philosophiques ou sociologiques, eux vont imposer ou veulent imposer quelque chose qui s'appliquera à ceux-là même qui n'en veulent pas. Et les malades m'ont appris, parce que je les ai écoutés, que certains veulent des soins palliatifs, d'autres n'en veulent pas. Vous savez, quand on leur dit vous allez dans un service de soins palliatifs, il y a qui font une tête comme ça, hein. C'est pas rigolo. Hein. Puis il y en a qui vous disent je voudrais rester avec vous, je suis bien là dans votre service, je connais les infirmières, je connais les aides-soignants, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Puis d'autres qui disent j'ai envie de rentrer chez moi. Puis d'autres vous disent vous n'entendez pas ce que je vous dis, j'ai envie de partir, j'en ai marre, j'en peux plus. Alors si vous leur dites mais si, on peut vivre encore un petit peu, c'est toujours bon à prendre, etc. Ils vous disent mais non, attendez, écoutez-moi. On balaye toutes les solutions alternatives qui existent pour effectivement faire en sorte que les gens soient accompagnés. On n'a pas accompagné les Français, pour ne parler que des Français, dans toutes les possibilités qui existent aujourd'hui, soins palliatifs, traitements contre la douleur, etc. Tout ça, on ne l'a pas fait. Et donc on a créé depuis des années des situations qui sont parfois intolérables. Et on dit la solution, ce n'est pas d'aller plus loin dans l'accompagnement, dans la douleur, dans le palliatif, c'est pas ça. La solution, on va la trouver, la voici, la voilà, l'euthanasie. Le soin est un mot qui évolue dans le temps. Je vais vous prendre un seul exemple. L'acharnement thérapeutique est une notion récente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins ont pensé pendant longtemps qu'il fallait faire des soins jusqu'au dernier moment. Soins jusqu'au dernier moment. Jusqu'au jour où la loi, au moins le code de déontologie, parce que ça a commencé par le code de déontologie, a dit non. Ce que vous faites au-delà d'un certain niveau, ce n'est plus un soin. Donc la notion de soin évolue. On est en plein nominalisme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, dans le projet de loi tel qu'il existait, on ne veut pas considérer qu'il s'agit d'euthanasie. Ce n'est pas dans le projet de loi. Il ne s'agit pas de suicide assisté, il s'agit d'un droit à mourir. Le droit à mourir ne veut absolument rien dire, considérant que le droit à mourir, ce n'est pas un droit, d'une part, et que deuxièmement, le droit à mourir ou l'accompagnement à mourir, c'est ce que font les personnels de soins palliatifs depuis des années. Donc, positiver quelque chose qui est négatif, qui n'est pas proposé comme tel et qui peut induire en erreur ceux-là même qui l'accepteraient, il y a là une corruption des mots. Je ne suis pas surpris que le gouvernement ait proposé l'aide à mourir avec une orientation de suicide assisté. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui heurtent, qui ont une histoire. Le mot euthanasie a été complètement dévoyé. Hein. On ne peut pas dire que les SS étaient des gens qui étaient dans la compassion avec les autres. Hein. Ils ne demandaient pas à leurs victimes si vous voulez vivre ou pas vivre. Donc il y a une sorte de dévoiement des mots. Ça veut dire normalement la bonne mort. Hein. Bon. Donc si ça gêne certaines personnes, il ne faut plus l'utiliser. Invité du jour, Sophie Crozier, neurologue. Pour les observateurs de ce débat, de cette question de la fin de vie, c'est quand même compliqué. Moi, j'écoute ces deux positions qui sont radicalement opposées. Et en même temps, je me dis à chaque fois, l'un et l'autre ont un peu raison. Ils ont un peu tort. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour essayer de se tracer un chemin sur un débat aussi complexe? Quel est votre fil à vous? Alors, je vais vous répondre sur le fil. Juste quand même, je pense que, en fait, moi, ce qui me frappe là, vraiment, c'est ce côté que j'ai évoqué tout à l'heure de très clivant et sur des arguments qui sont... il y a une espèce d'opposition que je partage pas du tout. Voilà, déjà, et c'est pas du tout notre quotidien aussi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce qui me frappe, c'est toujours cette revendication. Alors, on l'a dit de liberté, finalement aussi de droit à mourir, qui serait un droit créance. De vouloir absolument pouvoir choisir tout maîtriser. Bon, ça c'est une chose. Et puis cette idée, et on l'entend notamment de la part du médecin qui est plutôt favorable à une aide active à mourir, comme si en fait la volonté, il dit la volonté du malade, c'est absolument essentiel. Mais ça, évidemment, on ne va pas opposer et on ne va pas dire, par exemple, à ceux qui sont opposés, comme par exemple les soins palliatifs, bien sûr que c'est ce qu'on est... Même quand ils disent « laissez-moi partir ». Mais bien sûr, mais ce que font les soins palliatifs, moi, ce que j'ai compris de ce qu'ils pouvaient faire et de ce que j'ai pu
pu voir dans le quotidien avec les équipes mobiles ou nous avec notre psychologue, c'est qu'on réinterroge. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une demande. C'est comme, enfin, on n'est pas dans une situation où on a un corps médical ou un corps soignant qui refuserait d'écouter le malade. C'est très caricatural, ça. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, à entendre ça parce que c'est pas du tout... Enfin, ça ne doit pas être notre quotidien. Je ne dis pas qu'à chaque fois, nous sommes en capacité de bien écouter, de bien entendre une demande. Mais ça n'est pas comme ça que ça se passe. Là, on est quand même, on est formé. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'y participe beaucoup. Il y a un enseignement d'éthique. Ça me semble hyper important dans ce qu'on transmet aux plus jeunes, cette partie, évidemment, profondément humaine, qui est l'écoute du patient, de répondre à la demande du patient. Et puis, on a on a des lois qui n'arrêtent pas de le cadrer. Heureusement, donc, les pratiques ont quand même un peu changé aussi. Hein. On n'est plus tellement dans cette idée que c'est les médecins et le corps soignant qui décident tout pour le malade. Donc ça, je voudrais quand même dire que quand il y a une demande, on l'écoute, on l'entend. La question, c'est comment on y répond. Pour certains, il faut y répondre de façon immédiate. Et donc, il y a une question aussi de temporalité. Quelle est la différence entre ce qu'on peut proposer aujourd'hui? Quand un patient vous dit, par exemple, effectivement, je veux mourir, je n'en peux plus, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre pourquoi en fait, la personne aussi. C'est important de comprendre. On n'est pas... tout le monde, les psychologues le disent, c'est très ambivalent, cette demande de mort, etc. Donc, c'est important qu'on n'y réponde pas comme ça. Ça serait dangereux. Enfin, si un jour, quelqu'un me dit, j'en ai marre, et que moi, je comprends, il veut mourir, et que du coup, je suis en capacité de faire une injection létale, enfin, vous imaginez les risques et les dérives qu'il pourrait y avoir. Donc, bien sûr qu'il faut écouter ces demandes. Bien sûr, il faut pouvoir y répondre. Ensuite, c'est comment. Et ce qui différencie l'aide active à mourir de ce qui est possible aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est une question de temporalité. C'est en fait ce que veulent quand même beaucoup ceux qui militent, en tout cas, je parle maintenant de ceux qui sont plus militants pour une aide active à mourir, c'est que ça aille vite, en fait. C'est que la fin de vie qui dure, c'est insupportable. Donc c'est autre chose, là, vous voyez, c'est autre chose. C'est pas la question de la souffrance, hein. C'est pas, enfin, je reviens là-dessus. Nous avons aujourd'hui la possibilité de soulager les personnes. Et dernier point sur ce qui a été dit quand même par le médecin aussi, toujours, qui est important à repréciser, il dit... l'acharnement thérapeutique. Alors, c'est vrai que maintenant, on dit obstination déraisonnable, parce que dans acharnement thérapeutique, il n'y avait pas le côté déraisonnable. Et c'est vrai qu'on fait, oui, ça a toujours été. Si comme disait un de mes amis, si un jour j'ai un accident de la route, je serais content qu'on s'acharne sur moi pour me... Bon, bref. Alors, la question, c'est la question effectivement de l'obstination déraisonnable de certains traitements. Mais les soins, je le redis, parce qu'il n'y a pas un moment où on arrête les soins, on n'arrête jamais les soins. Et ça a été évoqué tout à l'heure, les soins, c'est jusqu'à la mort et après la mort. Donc, il y a des soins après la mort, c'est hyper important. C'est important pour nos équipes. C'est des choses qui sont... Enfin, voilà, c'est des soins qui sont débutés dans nos services quand un patient décède. C'est hyper important. Donc, on n'arrête jamais les soins. Et ça, c'est important, je pense aussi en termes d'humanité, d'humanisme, de nos valeurs soignantes. Donc, ça, c'est juste un point que je voulais préciser parce que c'est très important. Est-ce qu'il vous arrive pas quand même d'être traversé par des mouvements un peu paradoxaux, pour pas dire ambigus, sur ce qu'il faudrait faire pour tel ou tel patient? Est-ce que parfois vous vous dites, voilà, pour lui, peut-être que l'aide active à mourir aurait été bien, pour lui, non. Est-ce que même pour certains médecins, il arrive parfois de dépasser un tout petit peu le cadre de la loi pour accompagner un peu plus vite, justement, un patient vers la mort? En réalité, alors moi je ne peux parler que de moi, enfin, parce que là c'est très personnel, mais quand même aussi de l'expérience que j'ai dans le service. Ce qui est très compliqué, ce qui est très difficile, c'est de savoir, de pouvoir évaluer le moment où on pense que peut-être on va trop loin. Ça, c'est difficile. C'est-à-dire que moi, les situations auxquelles on est confronté dans le service, c'est des situations avec, dans certains cas, des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux, donc des lésions cérébrales très étendues, avec des risques de handicap très importants, et qui peuvent aussi, par ailleurs, avoir d'autres maladies, etc. Et du coup, qui font
qui nous amène à réfléchir sur, finalement, est-ce que la qualité de vie de la personne future, comment est-ce qu'il va supporter ça, qu'est-ce qu'il aurait voulu, etc. Vous voyez, ça, c'est compliqué. Ça, on y passe du temps à essayer de... C'est ça le cœur de notre métier. Est-ce que parfois vous dépassez un tout non, petit peu ça se pour pose pas accélérer comme ça. Moi, dans les situations que je rencontre, c'est absolument pas le sujet, en fait. Parce qu'on a... Voilà, en fait, nous, les questions qui se posent, c'est jusqu'où on va? Est-ce qu'on continue certains types de traitements, y compris parfois la nutrition et l'hydratation artificielle, qui sont hautement symboliques, c'est très compliqué, c'est sûr, mais qui sont accompagnés en général chez des patients de toute façon qui sont déjà en toute fin de vie et qui sont accompagnés avec une sédation profonde et continue et des traitements antidouleurs. Ça, c'est des situations qui sont difficiles, mais bien sûr qu'il y a des moments où ces fins de vie peuvent paraître un peu longues, voilà. C'est ça, en fait, la question. C'est ça ce qui est parfois difficile. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, et ça, c'est pas un point de vue personnel, je tiens à le dire, et puis moi, je suis pas dogmatique par rapport à ça, j'ai pas de position... Juste, les raisons pour lesquelles je suis pas très en faveur d'une évolution législative, c'est d'une part parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui permettent de répondre à aux situations, à la quasi-totalité des situations. D'autre part, moi, ça m'interroge d'un point de vue collectif de ce que ça voudrait dire une société qui permet une aide active à mourir, qui a un droit à mourir, alors que, par exemple, on n'a pas un droit aux soins palliatifs et que le droit à la santé, aujourd'hui, il est quand même mis un peu à mal dans notre société, l'égalité d'accès aux soins. Enfin, je veux dire, on a des vrais sujets dans notre société aujourd'hui déjà, hein, c'est de pouvoir soigner les personnes. Donc... Vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu décalé. Et puis moi, ce que j'ai vu beaucoup, malheureusement, mais ce que disent aussi les patients, les médecins qui sont en oncologie, mais c'est qu'en réalité, on parle de ça tout le temps, mais la majorité des personnes, ils ont envie de continuer à vivre, en fait. Et c'est ça qui est complètement paradoxal. C'est qu'on ne parle que de ça, et il y a des situations comme celle-là, mais elles sont exceptionnelles. Et là, il y a un débat qui est complètement focalisé et qui fait oublier l'essentiel, c'est que si tous on pouvait vivre un peu plus longtemps, eh bien, je crois que on ferait ce choix-là. Donc, c'est un peu étrange. Vous aviez évoqué à l'instant ce travail que vous faites en équipe. On est allé voir justement le matin le briefing dans un service d'un de vos collègues, le professeur de Gauss. Pas si simple. Thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. Ce matin, je suis à la Pitié-Salpêtrière. C'est un hôpital de l'AP-HP et c'est dans le bâtiment Babinski, tout au fond du parc hospitalier, que j'ai rendez-vous à 8h avec le professeur Vincent Degosse. Il est chef de l'unité anesthésie et réanimation neurochirurgicale. On accueille à peu près 700 à 800 patients par an qui ont des lésions cérébrales graves, qui nécessitent des soins critiques, donc une réanimation ou des soins continus. Il est 8h30 et c'est déjà l'heure de la réunion staff. Alors ici, normalement, le secret médical prévaut. Il m'est complètement interdit de vous donner un nom, une identité, mais j'ai quand même l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans cette salle de réunion. Elle a déjà commencé. Au tableau, je vois qu'est projetée la radio d'un patient. Les médecins et spécialistes discernent sur son cas. On n'a pas été dramatique encore, on attend juste de voir comment il se réveille depuis, mais bon, c'est possible que si ce week-end on voit qu'on passe pas le cap, on risque d'être plus inquiet. Lionel Kerouel est médecin anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière. Il me le rappelle, plonger un patient dans une sédation profonde et continue jusqu'à la mort est une décision collégiale. Toute l'équipe de soins, on parle bien d'équipe de soins, c'est-à-dire plusieurs médecins, mais également les infirmières, les aides-soignants, les kinés, le neurochirurgien qui est intervenu dans les premiers jours de la prise en charge. On se réunit, on évalue l'état du patient, on acte ensemble collégialement qu'on est en situation d'obstination déraisonnable ou que le maintien des traitements de réanimation est disproportionné ou n'a pas de sens par rapport à l'état de la personne. Et à ce moment-là, rentre en compte tous les moyens qu'on cherche pour recueillir ce que le ou la patiente aurait souhaité pour sa vie. Et pour prendre cette décision, plusieurs niveaux de réflexion s'imposent. D'abord, les fameuses directives anticipées. Si on les a, qui sont bien faites, on doit les suivre, on s'en remet à eux. Mais qui représentent moins d'1% de la population française. Alors c'est vrai, et même pour nous quasiment zéro, pour une raison particulière, c'est que la majeure partie des patients qui viennent en réanimation neurochirurgicale viennent pour un traumatisme crânien, une hémorragie méningée, un AVC, des maladies extrêmement brutales chez des personnes bien portantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout des personnes qui ont des maladies chroniques depuis de longues années, qui ont souvent la possibilité dans leur parcours de maladie
ont le temps de décrire dans un papier ce qu'ils souhaitent. Là, on parle dans notre service de malades qui ont 20 ans, 30 ans, qui sortent du lycée, qui sortent de soirée, qui à aucun moment dans leur vie se sont posé la question de leur propre finitude et qui se retrouvent en 1 minute dans le coma jusqu'à la fin de leur vie. Et sans directives anticipées écrites, claires, l'équipe médicale s'en remet à la personne de confiance. En revanche, on sait évidemment que la plupart des gens qui viennent chez nous ont déjà discuté de comment ils envisagent la vie et qu'est-ce qu'ils pensent d'un handicap qui serait acceptable et un handicap qui serait inacceptable pour eux. Donc c'est aussi une question qu'on va interroger la famille et on leur dit est-ce que de son vivant, cette jeune fille, ce jeune homme a parlé de la possibilité qu'il puisse être très handicapé, vivre dans un centre, être dépendant ou être en incapacité d'être complètement autonome, d'être accroché à une machine. La réunion se poursuit et les médecins discutent d'un cas dramatique. Tard dans la semaine, comme l'accident a eu lieu en Tunisie, il y a un peu de temps pour qu'il fasse tout et on risque un peu pris par le temps. Donc soit tout se fait très vite et on peut le lancer d'ici mercredi. À peine âgée de 30 ans, cette jeune femme a été victime d'un accident de la route en Tunisie. C'était il y a à peu près 2 semaines. Nous, on s'est rendu compte très très tôt en fait que c'était très grave, mais on a fait exprès d'accompagner cette famille et là, on voit bien qu'il y a encore des questions qui se posent. On laisse le temps à la famille de sédimenter en fait l'information, qu'on essaye d'aligner la connaissance médicale, la compréhension du dossier avec la psychologie des familles. Accompagner le patient, mais aussi aider au cheminement des familles, c'est aussi le rôle de ces médecins au quotidien. Vu la maman, mais qui avait passé la nuit dans la chambre de sa fille, donc elle allait partir rapidement, je pense, se reposer. Mais j'ai appelé le papa, je lui ai expliqué qu'il fait qu'on les voit aujourd'hui. Pas si simple, thème du jour, la fin de vie, la dignité en débat. À ce moment de notre programme, il est temps d'accueillir Isabelle de Golemin, la présidente des Semaines sociales de France. Quel est son regard sur notre discussion et quelles questions cela lui pose? Isabelle, c'est quand tu veux. Merci beaucoup de toutes ces exemples et ces réflexions qui montrent qu'à la fois vous faites toujours le va-et-vient entre votre expérience pratique de praticienne et puis vos réflexions, vos pensées, et puis aussi ce qui peut être dit dans la société. Alors il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé lors du débat et même depuis 10 ans, c'est le problème de la dignité. Le droit à la dignité, à mourir dans la dignité. C'est ça que revendiquent les gens qui militent pour l'euthanasie. Pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire mourir dans la dignité? Qu'est-ce qu'une mort digne, finalement? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette demande n'est pas quelque chose d'un peu illusoire, dans la mesure où, de toute façon, la mort, elle arrive quoi qu'il arrive? Et finalement, est-ce qu'elle est digne ou est-ce qu'elle n'est pas digne? On ne sait pas trop. Alors, c'est un terme sur lequel on a beaucoup discuté, d'ailleurs aussi au Comité consultatif national d'éthique. Et puis, bon, toutes ces dernières années, c'est vrai que ça a été toujours avancé comme si, en fait, c'était possible de perdre sa dignité. Moi, c'est ça qui m'a frappée, en fait, dans toutes ces revendications du droit à mourir dans la dignité. D'ailleurs, je crois que même... l'association qui porte ce nom est revenue un peu sur ce terme parce que c'est un terme finalement qui, moi je trouve qui est très très chargé et surtout qui interroge. Enfin moi je comprends pas très bien en fait comment ce que ça pourrait vouloir dire. En tout cas par rapport à la dignité humaine, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a des situations où on puisse perdre sa dignité. Ça, évidemment, d'un point de vue éthique, philosophique, moral, ça me paraît inacceptable, insupportable. Ensuite, si on utilise ce mot autrement, si on veut essayer d'y voir autre chose, c'est-à-dire, et ça, du coup, moi, je le qualifierais plutôt de comment est-ce qu'on peut faire de... Mais c'est pareil, c'est peut-être un peu caricatural de dire bien mourir, parce que, bon, une bonne mort, on disait une belle mort, les soins palliatifs disent, finalement, mais ça existe vraiment jamais aussi. Il y a une espèce de quête de quelque chose qui est totalement fantasmatique, en fait, qui est complètement illusoire. Donc, mais en tout cas, moi, je suis toujours plutôt dans une approche peut-être du moindre mal, mais si on devait faire les choses le mieux possible, et voilà, je dirais que ça serait
bien sûr de respecter ce que la personne veut, et ça, c'est vraiment l'élément central, de soulager les souffrances, parce que c'est souvent une demande. Ça l'est pas toujours, ça peut, par moment on a des situations aussi où à l'inverse des personnes préfèrent rester conscients quitte à souffrir. Donc ça aussi c'est très personnel. C'est pour ça que je reviens à la question de la volonté, et je pense que souvent ce qui est mis en avant derrière la dignité, c'est pas tant, ou en tout cas j'espère, la question d'imaginer qu'on puisse ne plus avoir sa dignité, mais la question du respect de la volonté. Donc ça, c'est important de décrypter ça. Oui, ça, je pense qu'on a un devoir. J'ai l'impression aussi que pour les gens qui revendiquent une mort digne, derrière, il y a tout le problème de la dépendance. Ils disent de toute façon, on n'est pas digne quand on est dépendant, on n'est pas digne quand on est souffrant, ce qui peut être vrai d'ailleurs. On n'est pas digne quand on est... Finalement, quand on est plus libre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent aussi derrière. Vous avez employé le mot de liberté. Ouais. Et je crois que c'est le problème de... Qu'est-ce qu'une vie digne aussi ? C'est-à-dire s'il n'y a pas simplement la mort digne, mais une vie digne, il y a des gens qui sont très handicapés et qui vivent très dignement, qui sont dans une dépendance par rapport aux soins, par rapport à d'autres choses. Bah oui, c'est exactement ce que vous avez dit en fait, c'est que justement on peut vivre même très handicapé et être digne. Enfin, qu'est-ce que ça signifierait de dire à des... Enfin bon, moi je vous dis en plus, dans ma pratique, je m'occupe de personnes qui sont avec des handicaps très sévères, qui vont très bien, qui sont heureux de vivre. Et qu'est-ce que ça leur renvoie de dire que peut-être leur vie serait indigne ? Non, la dépendance, c'est pas toujours une perte de la dignité, non. Et puis c'est comme ça. Et on est toujours dépendant. On est dépendant au début de notre vie, puisqu'on est incapable de rien faire. Bon, voilà. Et puis toute notre vie, en fait, on le voit moins. Mais bien sûr qu'on a on est heureusement d'ailleurs, on vit ensemble, on a une interdépendance. Donc, vraiment, ça me choque profondément en fait d'imaginer que la dépendance ou le handicap ferait qu'on perdrait sa dignité. Non, on la garde jusqu'au bout. C'est quoi qu'il arrive. Pour vous, il y a aussi un autre terme qui est celui de solidarité. Est-ce que justement, le fait de pouvoir dire vous pouvez mourir, finalement il y a le suicide assisté, etc. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une société qui perdrait le sens de la solidarité, c'est-à-dire de s'occuper des gens jusqu'au bout ? Oui, évidemment que ça pose cette question-là. Et puis, justement, à travers... Alors, on a parlé un peu des mots tout à l'heure, de l'euthanasie, du suicide assisté. Mais le suicide assisté, c'est hyper chargé aussi. On parlait, le médecin qui était du tout en faveur de cette aide active à mourir disait que c'était peut-être mieux. Moi, je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, on a des politiques de santé pour lutter contre le suicide, pour prendre en charge des patients en souffrance psychique très sévère. On sait que les pays, d'ailleurs, où l'euthanasie, comme la Belgique, où on peut accéder finalement à une aide active à mourir dans des situations de dépression très sévères. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça signifie aussi de notre capacité aussi à aider des personnes qui sont particulièrement vulnérables. Donc oui, bien sûr que ça interroge la solidarité. Et voilà. Et moi, les termes aujourd'hui qu'on utilise, oui, je pense que c'est notamment sur cette question. Excusez-moi, du suicide assisté. Ce que l'on entend aussi beaucoup, c'est la peur d'être un poids pour ses proches. On entend beaucoup ça quand même dans ceux qui aujourd'hui demandent qu'il y ait une évolution de la loi. Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut être un poids pour ses proches ? Parce que aussi, par moment, on a une société qui nous renvoie, quelqu'un l'a abordé tout à l'heure dans les petits interviews que vous avez fait, ce culte de la performance, etc. Mais c'est bien sûr qu'on peut vivre les choses comme ça si on a une société, et ça revient à votre question de la solidarité, si on a une société qui ne met pas toute son action, toute sa volonté derrière cette prise en charge des personnes les plus vulnérables. Si on a ça, eh bien, on n'a pas ce sentiment d'être un poids pour ses proches. Si on avait suffisamment de structures pour accueillir des personnes avec des handicaps très sévères. Moi, je le vis quotidiennement, les difficultés de trouver des places d'hospitalisation en soins de suite pour des patients qui sont très lourdement handicapés. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, ils en aient marre. Voilà. Donc, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'on veut comme société demain ? Est-ce qu'on veut une société qui accepte tout le monde, et surtout qui s'attache à prendre en charge et à mettre plus de moyens pour les personnes les plus vulnérables. C'est ça la question. Et là, du coup, parce qu'on vous sent assez grave et assez convaincu par ce que vous dites, vous avez le sentiment qu'on est au bord de faire une rupture anthropologique majeure avec ce débat-là, c'est-à-dire qu'on est en train d'oublier des valeurs fondamentales de nos sociétés humaines pour aller vers quelque chose de beaucoup plus individualiste,
où l'homme ne compterait que dans la mesure où il pourrait se prendre en charge? Je ne sais pas si on est à un point de rupture. Moi, j'ai le sentiment qu'on est... mais vous avez raison, peut-être qu'on y arrive, mais c'est un processus qui se fait très progressivement en réalité, en fait. Et moi, c'est ça ce qui m'inquiète aussi de toutes ces dernières années, on va dire ces 10-15 dernières années aussi, c'est que... Bon, par ailleurs, je suis médecin hospitalier, je suis très attachée au service public hospitalier et je suis frappée, je suis devenue assez militante en fait pour défendre le service public hospitalier, c'est-à-dire une égalité d'accès aux soins pour tous et en particulier pour les plus vulnérables, situation qui peut être menacée régulièrement. Et on a eu des politiques de santé qui ont malheureusement conduit aussi à ça. Donc, oui, je suis inquiète sur notre capacité à prendre en soins, à prendre en charge, à accompagner les personnes les plus vulnérables, à permettre un accès égal à tous. Et ça, bien sûr que c'est l'étape d'après, c'est-à-dire de se dire, peut-être certains ceux qui ne sont plus utiles, peut-être c'est pas la peine non plus que ça dure trop. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi ce qu'il peut y avoir derrière. C'est assez caricatural, mais bien sûr que ça m'inquiète tout ça. Merci beaucoup à vous, Sophie Crozier, d'avoir discuté avec nous de ce sujet extrêmement compliqué, mais j'espère que vous aurez eu, par ces réflexions, l'occasion d'avancer dans votre position. Merci à Isabelle, merci Étienne, et puis je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes de RCF, du Jour du Seigneur, et sur le site des Semaines sociales de France. À très bientôt. Pas si simple, la fin de vie, la dignité en débat. Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Paillet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin. Réalisé par Nicolas Maupier. Prise de son, Sylvain Delecroix, Laurent Maisondieu, Laurent Schwartz. Reportage, Geoffrey Defebvre, Sybille Delettre, Grégoire Gindre. Montage son et mixage, Julien Alves. Voix off, Lison Risse. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, BFM, TF1, Radio France, France Télévisions, Assemblée nationale, LCP. Musique, Nima Musique.